Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 novembre, vous êtes dans Au Quotidien. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Notre invité dans l'actu. Christophe Rouillon, maire de Coulennes, qui nous fait un retour d'expérience du 105e congrès des maires à Paris. La question notamment des violences à l'encontre de nos élus y a été soulevée. Et puis dans la suite, on parle d'un livre. Le témoignage du comédien sartois Julien Grassin-Coutel qui a fait son apostasie, c'est-à-dire qu'il a souhaité sortir de l'église catholique, lui qui a été servant de messe dans sa jeunesse. C'est un témoignage intéressant et courageux aux éditions Caban. Justement, si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0 670 672 792. On y va, on commence tout de suite avec l'actu. Vendredi 24 novembre au sommaire, nous sommes à un mois du réveillon de Noël et donc on en parle avec des étoiles plein les yeux. Avec d'abord la piste aux étoiles, un événement caritatif au profit des enfants hospitalisés qui a eu lieu sur le circuit Bugatti ce vendredi. Découverte des danseuses du cœur en pleine répétition, la troupe propose un spectacle ce samedi contre les violences faites aux femmes. Et puis les illuminations de Noël au Mans sont lancées. Le détail dans ce journal. Mais on ouvre ce journal avec un appel à témoins. Les gendarmes recherchent depuis mercredi soir cette habitante de La Flèche, âgée de 64 ans. Ghislaine Urvois a quitté son domicile à vélo en début d'après-midi le 22 novembre et son mari a signalé son absence à la gendarmerie en soirée. Elle est plutôt petite, 1,55 m, assez fluette de corpulence. Elle porte des habits sombres, un jean et des baskets. Les enquêteurs invitent toute personne ayant des renseignements à contacter la brigade de gendarmerie de La Flèche au 02 43 94 00 17 ou à composer le 17. On change d'ambiance. 62 000 € ont été récoltés lors de la 5e édition de la piste aux étoiles au profit d'enfants hospitalisés au Mans. Ce vendredi avait lieu une séance de roulage sur le circuit Bugatti. Des pilotes proposaient des baptêmes pour faire découvrir aux enfants le monde du sport automobile au volant de bolides de course. Anthony Piton. Ah, super, nickel. Putain la vache, c'était trop bien. Ah. Dorian vient de réaliser un rêve. Tourner sur le circuit du Mans à plus de 300 km/h. Ah ben c'était incroyable, vraiment. D'avoir une voiture comme ça, incroyable, vraiment. J'étais au paradis, hein. Vraiment. Ah ça, je m'en remets plus là, ah, c'est trop bien. C'est le même sourire qu'on trouve sur les visages de 11 adolescents. Tous sont hospitalisés au centre de l'Arche et vont enchaîner les accélérations à bord de voitures de course. Là, dans la Porsche, vraiment, j'ai tout senti, trop de sensations. La vitesse, j'adore ça, donc c'est super cool de faire ça. Des applaudissements, car la veille, la piste aux étoiles a permis de collecter 62 000 € pour le centre de l'Arche. L'événement caritatif est organisé par le premier pilote quadri-amputé à avoir participé aux 24 heures du Mans. De faire partager des moments de piste avec les pilotes et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux enfants et qui me tient à cœur également parce qu'il faut en profiter. On a la chance de pouvoir leur offrir ça et ça les sort de ce milieu hospitalier qui n'est pas toujours très drôle. Des souvenirs plein la tête pour ces adolescents qui ont pu toucher du doigt le rêve des 24 heures. Ce samedi, c'est le début de la collecte pour la banque alimentaire. Elle a déjà commencé ce vendredi dans bon nombre de super et d'hypermarchés sartois. Elle aide pas moins de 21 000 personnes en Sarthe par le biais notamment des centres communaux d'action sociale qu'elle alimente en denrées alimentaires. Comme les autres associations d'aide, elle connaît aussi des difficultés pour aider le plus grand nombre en ce moment. Alors, à votre bon cœur, messieurs, dames. Et il est de retour du 105e congrès des maires. On va en parler avec notre invité Christophe Rouillon qui est sur notre plateau. Oui, vous revenez de Paris où se tenait le 105e congrès des maires. Vous faisiez partie de la délégation sartoise avec une quinzaine d'élus locaux. D'abord, le président Macron vous a reçu mercredi 22 novembre au soir du premier jour du congrès, puis la première ministre Elisabeth Borne le lendemain. En gros, dans leur discours que j'ai lu, ils vous disent « On vous soutient, on va vous redonner du pouvoir et c'est tant mieux à vous les maires ». Mais concrètement, est-ce que ces discours vous ont convaincu en tant que maire de Coulennes, Christophe Rouillon? Écoutez, on nous annonçait plutôt des bonnes nouvelles, mais ça n'empêche pas que les maires restent très inquiets de la situation actuelle. D'abord en raison des menaces, des attaques qui ont eu lieu
contre la mer, mais également contre nos établissements publics à l'occasion des dernières émeutes du mois de juillet dernier. Et puis aussi de la situation financière des communes qui est très dégradée. En discutant avec les collègues, quasiment un maire sur deux me disait je suis au bord de la banqueroute. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, c'est l'épargne nette qui juge l'état de nos finances et on n'a pas le droit d'être en déficit, à la différence de l'État. Et beaucoup de maires tangentent le zéro en ce qui concerne leur épargne nette. Donc on est quand même très inquiet. Il y a eu des annonces. Je pense que le constat est bon, tant du président de la République que de Madame la Première ministre. Mais ils ont insisté sur le fait qu'ils allaient vous aider, qu'ils vous prenaient en compte, que vous auriez plus de pouvoir. Mais le pouvoir, ça va avec les moyens financiers, soyons concrets. Avec les moyens financiers, parce que nos dotations ont eu une érosion de l'inflation. On a aussi une complexité, mais incroyable des dossiers d'appel à projet. À chaque fois qu'il y a une urgence, il y a un appel à projet sur le sujet et ça mise beaucoup de moyens. Voilà, l'absence aussi d'autonomie financière avec la suppression de la taxe d'habitation. Voilà, donc on est un peu dans l'expectative parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir répondre à toutes les attentes de nos concitoyens. Alors, ils insistent également, l'exécutif insiste également sur le retour au duo préfet-maire, maire-préfet. Mais ça existe déjà dans les faits. En fait, la réalité, c'est que l'État, depuis un certain temps, s'est coupé les bras. Elle s'est démantelée en donnant du pouvoir à des agences, en renvoyant le pouvoir aux régions. Et aujourd'hui, quand vous parlez à un préfet, il va vous dire « Votre dossier, monsieur le maire, est excellent, je le transmets au ministre. » Et résultat, à la fin, on a une réponse négative parce que c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est l'Agence régionale de santé, ou alors c'est le préfet de région qui a dit non. Donc en réalité, on se retrouve dans un système de défauts généralisé. Et on ne sait plus à qui s'adresser. Et la réalité, c'est que les préfets gèrent un certain nombre d'aides, en particulier pour l'investissement local. Et ça se passe bien. Mais le reste, c'est terrible. Je pense en particulier à notre demande pour ce qui concerne Coulennes, concernant les cités éducatives. Et c'est incroyable, parce qu'on a fait 6 mois de travail avec la métropole. Finalement, c'est l'Agence nationale de cohésion sociale qui nous a répondu par tweet. Et le préfet, on a été informé par tweet sur les crédits logements. C'est la directrice de l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui est venue à Coulennes. Elle n'était pas contente que je râle un peu, elle s'en est plainte par la suite. Et finalement, le préfet n'a rien pu faire. Et quand j'en parle au ministre, il me dit, si vous arrivez à débloquer le dossier, ça m'arrangerait bien. C'est le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui est pas mal par ailleurs. Parce que j'ai le même problème à Angers et je n'arrive pas à m'en sortir. Donc on est dans un système quand même un peu de fou. Qui marche sur la tête, en effet, et on comprend cette tracasserie administrative que vous, les maires, vous devez gérer au quotidien. Et puis, le maire, c'est le seul élu, souvent, que les citoyens connaissent, et connaissent physiquement et personnellement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, effectivement, suite notamment aux émeutes de juillet, de ces maires qui sont inquiétés parce que agressés aujourd'hui physiquement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable non plus par l'exécutif, clairement pas. Tout à fait. Alors on a eu des signes intéressants, en particulier en disant que les sanctions pénales pour les agressions contre les maires seraient équivalentes à celles des forces de l'ordre. Il y a aussi des mesures concrètes de protection, de surveillance qui ont été annoncées. Donc nous souhaitons qu'effectivement maintenant on passe des paroles aux actes et puis aussi qu'on revalorise la fonction de maire, parce que on met les maires au pinacle et en réalité ce sont les élus les moins bien considérés de la République. Et vous ne faites pas fortune en étant maire? Ah ben non, un maire, non, il est payé au SMIC, pas plus. Et vous avez des élus qui sont, par exemple, un conseiller régional d'Île-de-France d'opposition, qui ne doit pas y passer beaucoup de temps, qui est payé au nombre d'habitants, mais pas à la responsabilité. Or, un maire qui a la responsabilité directe, le risque, des budgets énormes à gérer, est très très mal considéré. Donc j'espère qu'il y aura des annonces pour permettre surtout d'éviter que, aux prochaines élections, finalement, les gens disent « moi, je m'en lave les mains, je n'exerce pas sa fonction qui est mal considérée et qui ne donne pas les possibilités d'agir. » Merci Christophe Rouillon, en tout cas, d'être venu nous faire ce retour d'expérience et d'avoir remis, si j'ose dire, la mairie au milieu de la commune. On peut dire ça? Merci. On enchaîne, Laure. Ce samedi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour sensibiliser le plus grand nombre, l'association Les Danseuses du Cœur organise un événement ce samedi à partir de 18h à la MJC Ronceret du Mans. Entre danse et chant, les artistes veulent faire passer un message « Stop aux violences faites aux femmes ». Colin Ancel a assisté à leur répétition.
La musique et la danse comme vecteur de message. Ce samedi, les danseuses du chœur performeront contre les violences faites aux femmes. Le but, rassembler. C'est important pour nous parce qu'on accueille du coup ce public-là dans mes cours, en fait, les cours que j'anime. J'ai pas mal de femmes du coup qui ont vécu des traumatismes. Au programme, un stage de danse Zumba et Bollywood, puis un moment de sensibilisation avec une scène ouverte et enfin des showcases d'artistes masculins qui tenaient à défendre cette cause. Je trouve que c'est notre responsabilité à nous les hommes d'un peu tenir la main de ces dames et participer à ce genre de journée. Parce que ça nous concerne. C'est le moment de venir au nom des autres faire un petit peu, une petite excuse quoi, je dirais. On est contre ça et c'est une façon pour nous de pouvoir lutter aux côtés des femmes quoi. Une lutte que mènent ces femmes et qui s'est concrétisée avec la création de l'association il y a un peu plus d'un an. L'idée de notre association, c'est de créer des moments de partage, créer du lien social, rompre l'isolement justement de ces femmes qui n'ont pas forcément de relais parce qu'on est des danseuses engagées. Après le Women's Dance Day en 2022, les danseuses du chœur entendent bien continuer de faire passer le message. Stop aux violences faites aux femmes. Et on rappelle, le spectacle, c'est à la MJC Ronceret à partir de 18h samedi pour les danseuses du chœur, mais ils vous accueillent toute la journée pour des ateliers. C'est dans un mois maintenant, dans un mois c'est le réveillon de Noël et la ville du Mans s'illumine. En plus des illuminations traditionnelles, la ville mise aussi sur les animations. Une cinquantaine sont prévues dans tous les quartiers de la ville jusqu'au 29 décembre. Un peu de lumière au cœur de l'hiver avec Enzo Maubert. Si vous l'aviez oublié, Noël est pour bientôt. Au Mans, les illuminations scintillent depuis ce jeudi soir. 601 guirlandes et 822 motifs lumineux qui lancent officiellement les festivités et les animations qui vont avec. On a Noël au port bien sûr, on aura un Noël pour les enfants à la mairie, on aura des Noëls dans les quartiers et sur différentes places, Paty Saint-Lazare, et puis la Boussinière, et puis aussi au Quinconce. Donc on a essayé d'animer un maximum la ville. Parmi les nouveautés, la mise en lumière du tunnel Wilbur Wright avec 14 tableaux différents, le tout en LED, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais la principale animation reste celle du marché de Noël, 50 commerçants à partir du 25 novembre. Et cette année, excite la tartiflette. Pour la première fois, on a des bouchers charcutiers qui ont accepté de faire de la marmite sartoise. La société Endeavon qui gère les marchés a réussi à faire venir aussi des produits de décoration de Noël faits à la main. On a des santons. Donc voilà, on essaye vraiment de défendre l'idée de produits locaux et des produits de Noël. Au Quinconce, la boutique éphémère est également de retour, tout comme la patinoire et le salon des créateurs aux Jacobins. Bref, de quoi trouver quelques idées cadeaux. Les illuminations, quant à elles, s'allument tous les soirs de 17h à minuit jusqu'au 7 janvier. C'est la fin de l'actu, la météo, une page de pub et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Bonsoir. Eh bien, la situation météo s'est un peu calmée. On retrouve certes encore beaucoup de nuages au cours de cette soirée, mais les températures, vous le constatez sur notre carte, commencent vraiment à descendre. On se rapproche de conditions météo un peu plus hivernales, donc un peu plus proches de la saison. Et puis 5 à 7 degrés au cours de la soirée. Donc c'est des températures là aussi tout à fait calées sur ce qu'on est en droit d'attendre pour cette époque de l'année. Puis vous allez voir aussi que tout cela va changer. Regardez pour votre samedi matin avec les conditions anticycloniques, chute des températures. Voilà les températures prévues au lever du jour pour les minimales, 1 à 2 degrés. Là, on est en dessous des normales de saison. Ce sont les températures prévues sous abri, donc au sol. Attendez-vous aussi à des gelées quasi généralisées sur l'ensemble du département. Donc il faudra se montrer très prudent si vous devez prendre la route au petit matin. Pour l'évolution de votre samedi après-midi, c'est le soleil qui va s'imposer sur le département de la Sarthe, des températures assez homogènes, autour de 9 degrés. On est 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. On jette un coup d'œil pour la journée de dimanche. C'est encore du beau temps, allez, jusqu'en milieu d'après-midi. Ensuite, vous allez voir que pour la soirée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, les nuages vont revenir en force.
les températures, grâce à l'ensoleillement, vont grimper entre 9 et 10 degrés. Pour lundi, vous voyez que les nuages reviennent, ils vont peu à peu envahir le ciel, un ciel variable dans un premier temps, et des maximales qui remontent là vers les normales de saison, entre 10 et 11 degrés. Pour votre samedi, n'oubliez pas de fêter les Catherines. Et puis je vous le rappelle, ces conseils de prudence au petit matin. Si vous devez prendre la route, il y aura des gelées au sol, donc dans les endroits un peu moins protégés. Soyez prudents sur les routes de la région. Passez un excellent week-end. Bienvenue sur LMTV. Si vous nous rejoignez pour la suite, on va faire un point sur la qualité de l'air pour ce samedi 25 novembre qui va rester moyenne comme les jours précédents. Et c'est l'ozone qui est responsable de cette qualité qui est légèrement dégradée. Les températures rafraîchissent surtout le matin, ce qui favorise la suspension de l'ozone dans l'air, en ville, mais aussi à la campagne. Laure, on va parler maintenant d'un livre avec vous. On et va avec apprendre notre des invité. choses avec vous, Colin. On va apprendre des choses aussi avec Julien Grassin-Coutel, qui a écrit « Je me sauve, comment je suis devenu apostat », édition Caban. Ça commence de la manière suivante. Vous adressez un courrier au diocèse du Mans à l'âge de 33 ans, où vous écrivez « Par la présente, je vous fais part de mon intention d'être clairement identifié comme apostat dans vos registres, dans la mesure où mes convictions philosophiques ne correspondent plus à celles des personnes qui, de bonne foi, ont estimé devoir me faire baptiser. » Et le diocèse a accédé assez facilement finalement à cette requête. C'est le début de ce récit de vie. Mais en fait, vous racontez tout le processus pour arriver jusqu'à cette lettre dans ce récit. C'est ça, votre idée au départ? Oui, c'est ça exactement. Bonsoir. Effectivement, c'est ça. Je raconte ce chemin, ce cheminement, toutes les étapes par lesquelles j'ai pu passer pour en arriver à effectuer cette démarche. Un cheminement pas simple, douloureux, je l'ai dit en introduction. Vous avez été servant de messe, oui. Vous avez grandi dans cette église catholique et finalement vous y étiez bien au début. Exactement, et ça a été toute la difficulté pour moi d'écrire ces 130 pages parce que j'ai des souvenirs très heureux de toutes ces années et effectivement, il a fallu... En plus, quand ça touche à l'enfance, souvent, il y a beaucoup d'affection, c'est très tendre, le rapport qu'on peut avoir à l'enfance. Et en même temps, quand on devient adulte, c'est aussi développer sa capacité de discernement et puis se positionner par rapport à des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord ou on n'est plus en accord. Et justement, c'est assez courageux ce dont vous parlez dans ce livre parce que c'est pas facile de parler religion aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous avez fait cette démarche et comment vous vous sentez d'en avoir parlé comme ça? Je crois justement que ça devrait être facile en fait. On est en France, on a le droit de critiquer une religion. Et au contraire, une religion, ce sont des croyances et des croyances, ça peut être remis en question, ça peut être sondé, interrogé. On peut refuser, réfuter des croyances. Je crois que justement, c'est une invitation, ce livre, à la réflexion. Et même moi, je me suis vraiment posé 1001 questions de me dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire. Parfois même, qu'est-ce que j'ai le droit de ressentir? Et en même temps, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler « Je me sauve » parce que c'est un témoignage. Et je me suis dit, mais moi, j'ai une expérience avec la religion. C'est quelque chose que je pouvais même défendre. Et en même temps, je me suis demandé, mais pourquoi je crois à ce que je crois ou pourquoi je n'y crois plus? Et est-ce que j'ai encore envie d'être inscrit quelque part Justement, ça allait être le sens de ma prochaine question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait la démarche de vraiment vouloir être retiré plutôt que de vivre dans cet état comme beaucoup de gens le font finalement? La plupart des gens, finalement, on est baptisé, puis bon, voilà, on est catholique ou pas. Parce que je crois que justement, on est en 2024 bientôt et que le niveau de conscience générale augmente et je ne trouve pas ça juste en fait. Je ne trouve pas ça juste parce que si on fait un parallèle, n'importe quelle autre institution, si on prend par exemple un parti politique, on ne va pas encarter un enfant dès son plus jeune âge et l'y faire rester durant tout au long de sa vie. Et les principales religions monothéistes font ça en fait. Et donc c'est vraiment une démarche que vous avez voulu entreprendre pour... c'est symbolique aussi. Oui, bien, c'est symbolique. Oui, c'est une démarche forte et symbolique parce que je trouve que c'est un petit peu facile, ce monopole des grandes religions monothéistes. Ce n'est pas quelque chose, je précise, je ne juge pas le fait de croire en Dieu ou en... Absolument. Je ne suis personne pour juger de ça. Je le dis et je le redis, c'est un récit intime mais universel et il n'y a aucune haine là-dedans. On est vraiment sur un témoignage intime, quoi. Oui, complètement. Ouais. Mais justement, je crois que c'est ce décalage on estime aujourd'hui entre 40 et 44 millions de baptisés, de catholiques, mais en même temps... Combien adhèrent réellement aux valeurs? C'est ça en fait, c'est tout le décalage, la différence.
Après, moi, qu'on soit catholique, musulman, peu importe, ce n'est pas... Et alors, vous parlez Mais voilà, du c'est symbolique, la question de la mais cohérence, je c'est me pas permets. que symbolique, mais c'est aussi philosophique, parce qu'il y a aussi le positionnement de l'Église sur certaines questions, notamment vis-à-vis de l'homosexualité et de la position des femmes, que vous développez beaucoup dans ce texte, ce récit. Et là, c'est quelque chose, vous vous portez en faux contre ce positionnement en général jusqu'au Vatican, quoi. Exactement, parce qu'en fait, tout est lié, en fait. Une institution religieuse, c'est aussi des valeurs, c'est aussi des idées, des positions sociétales, et ça a des conséquences sur nous autres, Et sur l'intimité. Et sur l'intimité, mais oui, bien évidemment. Et c'est ça, en fait, tout est en lien. On ne peut pas aujourd'hui, je trouve, parler de féminisme ou de défense des droits LGBT, etc., sans regarder vraiment les religions et sans prendre en considération la responsabilité des grandes religions. C'est indissociable, et c'est même la conséquence de ce qu'elles ont préconisé depuis... des milliers d'années. C'est passionnant et je crois qu'on va pouvoir vous rencontrer pour pouvoir en parler un peu plus. Ouais. Alors absolument, le 13 décembre à 20h30 au Théâtre Paul Scarron, place des Jacobins. C'est sur réservation. Est-ce que vous avez déjà créé le lien sur les réseaux sociaux pour réserver, Julien, ou c'est en cours? C'est en cours. C'est en cours, mais on peut déjà réserver. On me contacte sur mes réseaux sociaux. Exactement, vous allez trouver Julien Grassin-Coutel sur les réseaux très facilement. Merci d'avoir témoigné. C'est un témoignage, je le dis, fort et universel et très intéressant, quelle que soit sa religion. Merci. Merci de votre invitation. Et même merci si à vous n'en avez pas, justement. Voilà, merci. Oui, voilà, exactement. Allez, on va jouer maintenant. Laure, on joue pour gagner 2 places pour Le Mans FC et le livre Terre de Sarthe en partenariat avec le département de la Sarthe. Regardez. Aujourd'hui, avec la Sarthe, en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et 2 invitations pour un match du Mans FC en répondant à la question suivante. En 1874, Léo Delibes met en musique Alfred de Musset. Comment s'intitule la pièce? Les noces de Cadix? Les filles de Cadix? La belle de Cadix? Ou les roses de Cadix? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Attention, il y a un piège. Oui, on ne donne pas la réponse, mais il y a un piège. Attention, je vous le dis. La gagnante de ce jeudi, c'est Amélie Gaulard. Il fallait répondre à une question de géographie sur les 4 forêts citées. Une seule n'était pas domaniale. Laquelle? Est-ce que c'était Sillé, Persaigne, Grande Charnue ou Jupille? La réponse, Laure? Grande Charny, je ne le savais pas non plus. C'est très dur cette semaine. Cette semaine, vraiment, on ne veut pas faire gagner nos téléspectateurs. Mais il gagne, pourtant. Mais il gagne. Lundi, l'invitée Anne-Claude Pavé, présidente du Secours Populaire, pour parler de l'opération des Pères Noël verts. Vous la connaissez. Et puis dans la suite, on évoque un défilé de tracteurs dans plusieurs communes de la Sarthe avec Dominique Rousseau, mais pas pour revendiquer quoi que ce soit. Non, ce sont les tracteurs de Noël qui arrivent bientôt. On va continuer de parler. C'est la fête, allez, c'est la fête. Si vous avez des questions à poser à nos invités par message WhatsApp au 0 670 672 792, on attend vos questions et on les posera à nos invités, évidemment. Tout de suite, c'est les Sartois du Web et puis on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du débat sartois, Colin, ce week-end. Où on vous retrouvera avec Enzo Maubert à l'animation, la première diffusion donc de 19h à 19h30 ce samedi sur les dangers du vélo et de la trottinette en ville, à la campagne et surtout des solutions pour limiter les dangers. C'est la fin d'Au Quotidien. On se retrouve lundi. Ce lundi, pas avec moi, parce direct. que je serai là ce week-end, mais je vous retrouve bientôt. Et on se retrouve, nous en tout cas, on sera là pour assurer Au Quotidien ce lundi à 18h30 en direct. Bonne soirée, bon week-end.